Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur Le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr. L'extrême droite, aidée par des médias financés par des milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. L'actualité du jour, c'est l'adoption hier à l'Assemblée nationale de la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir par 305 voix pour et 199 contre. Si la gauche et le bloc central se réjouissent de cette adoption, certains professionnels de santé et militants anti-validistes s'inquiètent des dérives que pourrait avoir cette loi. Pour en parler, j'accueille ce soir sur ce plateau Charlotte Puiseux, docteure en philosophie, autrice du livre De chair et de fer, Vivre et lutter dans une société validiste et membre du collectif des valideuses qui luttent pour les droits des femmes handicapées. Mais aussi Farouja Ossini et Bruno Dalla Porta, médecins et auteurs de Tuer les gens, tuer la terre. Ils ont publié le mois dernier une tribune réclamant une loi qui impose aux médecins des formations sur la fin de vie. Au cœur de l'actu, c'est parti. Bonsoir et merci à vous deux d'être présents sur ce plateau et à Charlotte d'être présent en Zoom avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, à l'annonce de l'adoption de la loi de fin de vie. On l'écoute. Donc, je vais mettre aux voix la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Alors j'aimerais vous poser cette question à vous trois rapidement, parce qu'on va développer tout ça évidemment plus tard. Quelle a été votre première réaction à l'adoption de cette loi ? Eh bien, une réaction de gravité, parce que je me suis dit, waouh, la France, comme d'autres démocraties néolibérales, est en train de faire tomber l'interdit de donner la mort, fût-ce à la demande d'une personne, mais c'est un moment grave. Voilà ce que je me suis dit. Bruno ? Exactement la même chose. En fait, c'est un phénomène anthropologique extrêmement préoccupant. On va y revenir. Charlotte, vous êtes avec nous ? Oui. Oui. Est-ce que je peux avoir votre réaction rapide ? Pareil, beaucoup d'inquiétude et de colère et aussi de la déception, parce qu'on va y revenir aussi, mais voilà, de la déception par rapport au fait que nos voix n'aient pas été entendues, nos voix antivalidistes n'ont pas été écoutées, on n'a pas eu la parole dans les grands médias, nos discours n'ont pas été portés dans ce débat national, soi-disant. Charlotte, je l'ai dit en introduction, mais vous êtes membre du collectif des dévalideuses et vous militez pour une approche anti-validiste de l'aide à mourir. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement dans cette loi ? Eh bien déjà, on pense qu'il existe déjà des lois qui aident les gens en fin de vie
à mourir dans la dignité, à savoir la loi Claes-Leonetti, qui permet une sédation profonde et continue, qui permet aux patients réellement en fin de vie, du coup, d'être profondément sédatés, endormis jusqu'à la mort, donc surtout sur des personnes qui ont déjà des atteintes vitales souvent importantes. Cette sédation profonde et continue, elle conduit en effet à la mort. Donc il y a déjà des lois qui existent, qui sont très très peu utilisées et très peu connues des patients, du coup. Et deuxièmement, on pense du coup que cette loi qui a été votée, elle est aussi dangereuse parce qu'elle s'inscrit clairement dans une pensée validiste de notre société. Alors c'est pas la seule, hein. Le validisme de la société, il est vraiment partout. On y reviendra parce que je pense que c'est un élément fondateur de tout ce qui se passe aujourd'hui, de l'actualité. Mais donc cette loi, elle s'inscrit clairement dans ce processus, dans ce système validiste qui veut, en quelques mots pour le résumer, que la vie des personnes handicapées ou malades aurait moins de valeur que la vie des personnes valides et qui, du coup, est d'accord avec cette idée de hiérarchisation des vies, cette idée que certaines vies vaudraient la peine d'être vécues et pas d'autres. Et ça, on a pu clairement le voir, par exemple, au printemps de la pandémie du Covid. On a vu cette hiérarchisation des vies à l'œuvre et on sait qu'elle est latente tout le temps. Et elle a été vraiment rendue visible, par exemple, avec la question du triage à l'hôpital, des circulaires qui sont passées dans les hôpitaux qui sont extrêmement explicites. C'est-à-dire que ces circulaires données par les ARS, les agences régionales de santé, disaient, pour accéder au lit de réanimation, il faut que les patients puissent subvenir eux-mêmes aux gestes quotidiens, aux gestes, puissent faire eux-mêmes les gestes de la vie quotidienne, puissent s'orienter dans l'espace, puissent avoir une communication claire. Si ces critères ne sont pas remplis, pas d'accès en réanimation. Donc on voit clairement que la hiérarchisation des vies, elle est à l'œuvre dans notre société de façon plus ou moins latente, selon les moments de crise. Mais cette loi, elle s'inscrit clairement dans cette idée. Et aussi, on le voit avec toute la rhétorique autour de la dignité. Alors moi, comme vous l'avez dit, je suis de formation philosophe, donc cette rhétorique, elle m'intéresse beaucoup sur la question de qu'est-ce qu'on peut considérer comme une vie bonne, au sens vraiment éthique du terme, et en miroir, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une vie indigne, qui ne serait pas bonne à vivre. Et là, clairement, nous, dans nos collectifs antivalidistes, on interroge évidemment les conditions sociales de vie. Et quand on nous parle de dignité, parce qu'on a beaucoup entendu cette idée de pouvoir offrir une mort digne aux gens, on me demande, mais qu'en est-il de la vie des personnes handicapées et des conditions sociales indignes dans lesquelles elles évoluent et qui sont le fruit de choix politiques. C'est ça qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les personnes handicapées vivent des vies indignes, mais pas à cause d'une condition physiologique, physique, à cause de choix politiques validistes. Farouja, Bruno, vous avez publié une tribune dans le magazine Marianne début mai et selon vous, une loi imposant aux médecins des formations sur la fin de vie est plus urgente qu'une nouvelle loi sur la fin de vie. Est-ce que vous pouvez un peu nous exposer votre point de vue ? Oui, je veux bien. Allez. Merci. Merci pour l'invitation aussi. Avec plaisir. Alors, je vais faire un commentaire un peu long pour commencer. En réalité, aide à mourir, c'est un terme qui est un grand enfumage et qui embrouille l'esprit. Parce que tout le monde veut être aidé à mourir, en fait. 90% des gens veulent être aidés à mourir, mais en fait, c'est 100%, veulent tous être aidés à mourir. Donc, en fait, les Français sont favorables, mais le terme est un amalgame et une confusion. En réalité, il y a 5 situations qui relient le médecin et la mort. Premièrement, vous avez l'abstention. Vous ne transférez pas un malade en réanimation très âgé parce que vous savez qu'il n'a pas supporté la réanimation et vous allez accélérer la mort. Deuxièmement, vous avez l'analgésie. Vous pouvez prescrire des sédatifs ou des analgésiques puissants à une personne qui souffre, par exemple qui a des métastases osseuses très douloureuses, au risque d'accélérer la mort. C'est ce dont parlait Charlotte Puisieux sur la sédation profonde. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les arrêts de traitement. Vous pouvez limiter ou arrêter un traitement vital, disproportionné, inutile, retirer une trachéotomie, au risque d'accélérer la mort. Quatrièmement, vous avez le suicide assisté. Dans ce cas-là, la personne
prend un poison qu'elle absorbe ou une perfusion qu'elle déclenche. 5e, vous avez l'euthanasie. Dans ce cas-là, le médecin provoque délibérément la mort. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a un crescendo dans la gravité morale de l'acte. 1, abstention, analgésie, arrêt de traitement, suicide assisté, euthanasie. Ça va crescendo. Abstention est moins lourd que suicide assisté, qui est moins lourd que euthanasie. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une rupture qualitative entre le 1, 2, 3 et 4, 5. Ça n'a rien à voir. 1, 2, 3, abstention, analgésie, arrêt de traitement. La personne va mourir du fait des choses, du fait de la maladie. Je suis néphrologue, je travaille en dialyse. Si j'arrête la dialyse d'une personne, elle va mourir du fait de la maladie. 4 et 5, c'est très différent. C'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain. C'est l'humain qui provoque la mort. Et en termes d'intégrité morale pour un humain, c'est très, très différent. Je veux dire que si une personne ne peut pas avoir de 5e ligne de chimiothérapie parce que ça devient déraisonnable, et si elle décède, c'est pas du tout pareil parce qu'elle est morte du fait des choses, que de provoquer la mort délibérément. Et il faut savoir que quand on arrête un traitement, ça dure, par exemple, si j'arrête la dialyse, ça va être quelques heures, quelques jours, avec des paroles, des réconciliations. Si je provoque une euthanasie, on injecte le produit, on compte 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. C'est vraiment une condamnation, c'est absolument différent. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'interdit de donner la mort, dont parlait Farrugia, se situe exactement entre le 1, 2, 3. Et ce terme fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, on fait tomber un interdit anthropologique extrêmement important, universel, symbolique, sans s'en rendre compte. Et si vous faites des micro-trottoirs, en fait, les Français sont favorables à l'aide à mourir. Ils vont dire, moi, je suis tout à fait favorable à l'euthanasie parce que je trouve ça insupportable de souffrir. Or, le cas numéro 2, depuis 20 ans, comme le disait Charlotte Puiset, autorise une analgésie puissante. En fait, ils réclament déjà à grands cris ce qui existe déjà. Ou ils vont dire, je suis contre l'acharnement thérapeutique, je suis contre le pouvoir abusif des médecins, et ils vont réclamer ce qu'on appelle, nous en médecine, les limitations à l'arrêt de traitement, qui existent déjà. Donc on avait une très grande loi en 2005 qui s'appelle la loi Leonetti, une loi fabuleuse, une loi universelle, un truc de dingue, et on ne l'a pas transmise aux médecins, on n'a pas fait de la pédagogie, si bien que on a fait la loi de 2016, qui était la loi Claes-Leonetti, qui est un peu moins bien que la première. Et puis là, on continue 2025, et 2025, qu'est-ce qu'on fait ? On franchit la limite. On franchit la limite, et on a fait le 4, suicide assisté, avec exception sur le 5, euthanasie. Donc, par rapport à tout ça, le problème, c'est que c'est pas une nouvelle loi qu'il faut transmettre cette grande loi qui respectait l'autonomie de la personne, qui accompagnait, etc. Et en réalité, c'est pas une nouvelle loi qu'il fallait, c'était une transmission, une pédagogie sur cette loi-là, parce qu'en fait, il n'y a que des confusions. Les journalistes se trompent dans les cas, les médias se trompent, les intellos se trompent. On prend souvent les cas autorisés pour des cas qui ne sont pas autorisés. On réclame ce qui existe déjà. Même Macron, il publie un article, Libé La Croix, il dit non, c'est pas une euthanasie, c'est pas un suicide assisté, c'est une aide à mourir. Ça remonte au Conseil d'État, norme supérieure, et qui dit, mais attends, Macron se plante, c'est bien le cas numéro 4 et 5. Donc voilà, c'est extrêmement important pour un débat démocratique de savoir de quoi on parle, parce que là, on a fait tomber un interdit fondamental, sans même le savoir, par confusion et désorientation. Farrugia, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Je confirme ce que disent Charlotte et Bruno, parce que moi, je suis médecin, je suis ultra diplômée en ceci, en cela, et j'étais dans la méconnaissance de tout cela, vous voyez, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment réfléchi à ce que c'était que la fin de vie, qui sont confrontées, le savent. Et puis, il y a la philosophie contemporaine telle que Bruno clarifie ces éléments. Mais sinon, vous êtes paumés. C'est pourquoi il y a plein de médecins qui sont paumés, dont j'étais. Moi, je suis de gauche, progressiste, féministe, et donc je suis pour le progrès des libertés individuelles, et donc j'étais pour, comme beaucoup de gens. Mais quand j'ai réalisé de quoi il s'agissait, c'est-à-dire derrière cette aide à mourir se cachait en fait un protocole de mort programmé à la demande de la personne sous condition, là, tout de suite, ça change la donne, parce que c'est tous ces mots qui posent problème. Une demande de mort, qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis psychiatre, je peux vous dire qu'il y a des demandes de mort, j'en côtoie beaucoup. Sous condition, on sait qu'au début, elles sont strictes, puis après, elles s'élargissent. On a vu l'exemple dans les pays voisins. Et donc, tout ça pose vraiment problème. Donc, effectivement, il faut enseigner aux médecins, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui réclament l'euthanasie ou le suicide assisté, parce qu'ils ont assisté à des choses terribles de leur famille, de leurs proches, qui ont été mal soignés,
soulagées, qui ont été abandonnées dans des conditions terribles par des soignants mal formés, incompétents, etc. Donc leur parole et leur question est tout à fait bonne, c'est-à-dire ils disent plus jamais ça, et donc ils s'engagent dans la DMD, et ils ont raison, il faut lutter contre l'obstination déraisonnable, et former les médecins en fait de soulager la douleur, d'apprendre ce que c'est que des bonnes pratiques, mais par contre, l'euthanasie et le suicide assisté, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse parce qu'on va vouloir, soi-disant, régler quelques petits problèmes, et on va en apporter beaucoup d'autres et beaucoup plus tragiques. Voilà. Et un des arguments des associations et des militants pro-fin de vie, comme la DMD que vous avez cité, c'est vraiment l'argument de la liberté. Qu'est-ce que vous répondez, vous trois, je vous donne une réponse collective, à cet argument de la liberté et du choix, en fait, que donne cette loi ? Clairement, encore une fois, je vais donner une réponse de philosophe, hein, mais nous, on apprend que en fait, nos réflexions, nos façons d'analyser le monde, d'analyser la société est forcément impactée, façonnée par la société dans laquelle on vit et par des grandes idéologies dont fait partie le validisme, qui encore une fois imprègne l'ensemble de la société et tout le monde, alors, même les personnes handicapées, je le dis souvent, hein. C'est pour ça que justement les personnes handicapées souvent disent moi voilà, j'ai pas forcément ma place ici, je peux être une charge pour les autres, voilà, ou aussi souffrent psychiquement parce que en fait elles subissent aussi, elles intériorisent ce validisme qui est vraiment une idéologie régulatrice de nos façons d'analyser le monde et la société dans laquelle on vit. Donc voilà, donc en fait, forcément, la question du choix, elle sort pas de... Enfin, on choisit pas ex nihilo, comme ça, de nulle part. On choisit, en fait, par rapport à tout un tas de choses qu'on a côtoyées, de réflexions, d'idéologies qu'on a côtoyées depuis notre enfance et qui façonnent nos propres réflexions et nos propres choix. Et ça, pour nous, c'est collectif antivalidiste, c'est le fond du problème. C'est comment on fait pour sortir de cette idéologie validiste qui est encore une fois tellement ancrée partout. Et c'est vraiment notre combat principal, de déconstruire ce validisme. Faroucha, Bruno, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais on est entièrement d'accord. Moi, j'ai un point de vue de soignant, mais plusieurs réactions. En fait, dans cette histoire, il n'y avait pas deux camps, il y en avait trois. C'est-à-dire qu'il y avait le camp des conservateurs passéistes, du style Dieu est bon, Dieu a fait la nature, on ne touche à rien. C'est ce qu'on appelle un point de vue hétéronome. La loi nous vient de l'extérieur, très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Après, il y avait le camp liberté, pour répondre à votre question. Le camp liberté, c'est-à-dire en gros... voilà, c'est pas l'Église, c'est pas Dieu, c'est pas la Révolution, c'est pas le roi qui va nous dire ce qu'on fait. On est libre, on décide des lois qu'on veut, etc. Donc ça, c'est le camp liberté. Et dans ce camp-là, il y a effectivement le PS, les écolos et les libéraux. Et nous, on est totalement écolo de gauche, hein, mais on trouve ça complètement... c'est pas un progrès, c'est plutôt l'entrée dans la barbarie. Ils ne se rendent pas compte, on pourra y revenir. Et après, il y a un troisième camp, c'est les valeurs du soin. En fait, Macron, quand il a lancé ça, il avait peur que ça soit comme pour le mariage pour tous ou pour le Pacs, les passéistes qui arrivent. Et en fait, il a été très surpris. Plein de médecins se sont mis en collectif pour dire ça va pas du tout. Et les médecins, ils sont de tous les paysages politiques. Hein. Vous venez dans le service. Avec des infirmières, avec tout le monde à domicile. Enfin, c'était pas que des médecins. C'était plein de grands oiseaux se sont levés. Professionnels de la santé au global. Oui, mais vous avez la Pologne, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, tout le panel là. Et en fait, quand vous avez l'expérience des regards, de la morbidité des corps, de la souffrance, etc., ça vous parle pas du tout. Parce qu'en fait, notre valeur, c'est les valeurs du soin, c'est la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité d'une personne. Et si vous venez dans mon service, dans le service où je travaille, il n'y a pas de demande d'euthanasie. Ça n'existe pas. Vous venez demain matin ou après-demain, on n'a pas ce problème-là. Et en réalité, on fait un effet de loupe sur une situation qui est exceptionnelle, qui existe, qui est exceptionnelle. Mais nous, dans nos pratiques, c'est est-ce qu'on a assez d'infirmières, assez de médecins, les bonnes pratiques, etc. Donc en fait, par rapport à votre histoire de liberté, c'est qu'en réalité, c'est pas la liberté la valeur, c'est la responsabilité
à l'égard de la vulnérabilité, quoi. C'est ça la valeur. Et donc, en fait, le camp progressiste ne réalise pas qu'il est plutôt dans l'ancien monde. En fait, c'est l'ancien monde, la liberté, c'est l'ancien monde. Et qu'en réalité, la responsabilité à l'égard de la vie, du vivant, etc., c'est la valeur de l'avenir. Et il y a une autocontradiction dans leur propos. Moi, j'ajouterais que c'est effectivement une liberté ancien monde. En fait, la liberté ancien monde, c'était, et c'est la liberté dont on parle effectivement, le camp pro-euthanasie, c'est « je décide pour moi ». C'est mon corps, c'est ma vie, je décide pour moi et c'est ma liberté. Or, c'est une liberté de déliaison, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'on est des atomes comme ça qui ne dépendent pas de notre environnement. Or, la liberté, on ne peut pas être libre sans analyser les conditions de notre liberté. Par exemple, c'est évident que si vous êtes riche, vous n'avez pas la même liberté que quelqu'un pauvre pour accéder aux soins. Si vous n'avez pas de super mutuelle pour payer un psychiatre, c'est évident que ce ne sera pas la même chose. Donc, la liberté, elle est conditionnée aux conditions de possibilité de votre liberté. Donc une liberté comme ça déliée de façon autonome, je suis au volant de ma voiture, je décide de tout, ben non, c'est pas vrai. Il y a un monde qui est rendu habitable par l'autre. Et là où je rejoins ce que disait Charlotte Puisieux, c'est que justement ces personnes ont quelque chose à nous apprendre de fondamental, c'est que nous ne sommes pas des atomes. La liberté de la philosophie contemporaine, du monde contemporain, c'est que je sais que nous sommes interdépendants. Je sais que si je suis là, c'est parce que quelqu'un m'a accueilli, quelqu'un m'a invité, quelqu'un m'a installé, tout ça. Et donc, je suis dépendante d'un monde, en fait. Et donc, vous voyez, c'est là où c'est la liberté du passé. Nous, on propose la liberté de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a conscience de nos interdépendances et de notre co-appartenance à un même monde commun dont il faut prendre soin aujourd'hui. Voilà. Alors on a commencé collectivement à parler de politique. On va rentrer un peu plus dans ce sujet-là. Je l'ai dit en intro, au niveau de la répartition des votes, l'hémicycle s'est partagé entre la gauche et le bloc central, majoritairement favorable au texte, et la droite et l'extrême droite qui étaient plutôt hostiles à ce texte. En tant que militant de gauche, comme vous l'avez dit, Bruno, où est-ce que vous vous situez dans tout ça, en fait ? Alors, la question est compliquée parce que là, pour répondre, je ne sais pas si vous allez me suivre, il faut interroger les présupposés philosophiques. Ça va être compliqué. Allez-y. L'ancien monde, c'était quoi ? C'était la liberté, l'indépendance, la maîtrise, la toute-puissance, et en fait, le validisme, etc., le culte de la performance. Hein, et en réalité, l'euthanasie coche toutes ces cases. C'est-à-dire que c'est un marqueur de la pulsion de mort qui fait qu'on détruit le vivant, le sauvage, les institutions, etc. C'est un marqueur de la pulsion de mort. Si vous regardez bien, l'euthanasie, c'est quoi ? C'est revendiquer une liberté d'indépendance. Pas du tout d'interdépendance comme il faudrait. Là, c'est une liberté de maîtrise. On appuie sur l'interrupteur ou pas. Pas du tout de mise en résonance avec le monde, etc. C'est une liberté de déliaison, comme on disait, pas du tout d'environnement. Donc l'euthanasie, en fait, cette pulsion s'inscrit dans cette pulsion de mort qui est en train de dévaler partout. Elle s'inscrit dans l'effondrement symbolique du monde. La tricherie, le mensonge a été élu démocratiquement aux États-Unis. Il y a une démolition du langage, une démolition des institutions, une démolition de la vie, de la science, etc. Et là, c'est pareil, c'est un effondrement symbolique de notre civilisation. Il y a un point universel qui est perdu. Et donc, les écolos et la gauche se plantent totalement. C'est pas un progrès. C'est un marqueur de l'ancien monde. Pour moi, c'est absolument clair. C'est un marqueur de l'ancien monde. Mais c'est un peu compliqué à expliquer parce que je parle des présupposés philosophiques du paradigme. C'est l'ancien paradigme qui se poursuit, néolibéral, utilitariste, etc., de l'individu atomisé. Mais c'est absolument pas... et le nouveau paradigme, c'est quoi ? C'est les valeurs du soin, c'est les valeurs de l'habitabilité commune. Ce dont parlait Farouja, c'est l'habitabilité commune. Je travaille avec des personnes âgées. Ce qu'elles veulent, c'est habiter le monde avec des droits à vivre, estimés, considérés jusqu'au bout en société. Elles ne demandent pas des droits à mourir. Elles veulent mourir, comme le disait Charlotte Puisieux, lorsqu'elles intériorisent le fait qu'elles sont une contre-valeur. C'est quand elles intériorisent le fait qu'elles sont inutiles, qu'elles ne sont pas performantes, qu'elles ne consomment plus, qu'elles ne produisent plus. Et là, donc, elles veulent s'éliminer par elles-mêmes, mais parce qu'elles n'ont plus l'environnement. Mais mettez des personnes avec de la socialité autour, accompagnez-les, estimez-les jusqu'au bout, en fait, elles ne veulent pas mourir. Donc en fait, c'est un problème d'environnement pratiquement, c'est un problème environnemental, de monde commun, de bien commun. Et donc pour moi, la gauche et les écolos, mais ils sont désorientés. Ils sont désorientés. C'est une désorientation symbolique, en fait. Ils se plantent.
Et les communistes, d'ailleurs, ont voté plutôt contre. Okay. Et c'est marrant parce qu'ils ont le monde commun comme représentation. Le communisme, c'est le commun. Alors eux, je ne sais pas pourquoi, mais ils échappent à la règle à cause du commun. Oui, le monde commun. Et puis je laisse la parole à Charlotte. Je vous appelle par votre prénom, vous pouvez m'appeler Faroudia. Ça aussi, c'est le nouveau monde. Et donc, en fait, et aussi les communistes probablement ont cette idée du souci du plus vulnérable et du plus précaire. J'insiste là-dessus parce que là encore, les conditions d'accès aux soins aujourd'hui sont terribles. On fait comme ça des effets de com sur 2025, année de la santé mentale, etc. Mais qui a accès aux soins aujourd'hui dans des territoires où c'est très compliqué d'avoir accès aux soins et où effectivement que la pauvreté, la précarité font qu'on n'accède pas du tout de la même façon aux soins. Donc crier la liberté sans considérer en effet les plus précaires et les plus vulnérables d'aujourd'hui et de demain, ça pose un vrai problème. Charlotte, si vous voulez réagir sur le politique dans tout ça. Oui, où est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à tout ça, évidemment. Nous, on est des militantes de gauche aussi pour la justice sociale, la protection des personnes les plus vulnérabilisées. Et j'emploie ce mot volontairement et pas vulnérable parce que je pense que c'est vraiment essentiel de, comme on le fait un peu là depuis le début, de pointer sur ce processus en fait de fragilité des conditions, comment les conditions sociales fragilisent les personnes et clairement le problème d'accès aux soins est une de ces conditions sociales qui fragilise énormément les personnes concernées par cette loi, tout comme la précarité, tout comme tout un tas de choses sur lesquelles on va peut-être revenir, mais voilà, si on brosse les conditions sociales, encore une fois, dans lesquelles vivent les personnes handicapées, c'est assez effrayant. Donc évidemment que nous, on est pour protéger ces personnes et encore une fois, proposer des réelles politiques anti-validistes qui aillent vraiment dans le sens de pouvoir offrir des conditions de vie dignes à ces personnes et de combattre, encore une fois, les grandes idéologies d'oppression qui, encore une fois, vulnérabilisent ces personnes énormément. Et toute la question autour du validisme, des préjugés sur ce que serait une vie indigne. Voilà, on entend souvent toute cette rhétorique aussi autour de vivre en fauteuil ou vivre en ayant besoin d'accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne. Tout ça serait des conditions de vie indignes parce que clairement associées au handicap. Pour le coup, là, on parle de handicap visible, justement, qui clairement, on associe le handicap à l'indignité. On sait qu'aujourd'hui, des milliers de gens vivent dans ces conditions et elles ne se sentent pas indignes de vivre. Par contre, elles souffrent, encore une fois, de tout un tas de conditions sociales qui, pour le coup, leur font mener une vie indigne. Bruno, je vous donne la parole avant de vous faire écouter un petit extrait de la députée LFI Élise Leboucher, mais allez-y. Il y a un point qu'il faut rappeler, c'est le côté assez exceptionnel de ces demandes d'euthanasie, en fait. Je suis clinicien, il y a 150 personnes dans le service. En réalité, les bien portants, quand ils vont très très bien, à 80% sont pour l'euthanasie. En réalité, en situation terminale, quand ils vivent dans leur chair, le chiffre est très 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 bas. Dans le service où je suis, j'ai repris les 10 dernières années et le nombre de décès était de 200 et en fait, il y a eu 1% de demandes d'euthanasie. Donc, je veux dire par là qu'on fait un effet de loupe sur un truc qui n'est pas du tout présent dans nos pratiques. Donc, 1%. Sur ces 1%, en fait, la moitié était liée à des souffrances insupportables. Quand vous avez mal, vous devenez dingue, vous voulez mourir. Cette moitié-là a disparu dès qu'on a soulagé la souffrance, hospitalisé, entouré, etc. Et il ne nous restait que 0,5%. Le chiffre, il n'est pas connu sur la planète, mais il est entre 0,5% et 3%. Le chiffre, il est très très bas, donc ça c'est important quand même. On focalise sur l'exception. Et il est bas, il dépend de quoi? Des bonnes pratiques. Si vous soulagez bien, le chiffre baisse. Et comme le disait indirectement Charlotte, de la socialité. En dialyse, les personnes viennent à l'hôpital tous les 2 jours. Et en fait, les personnes âgées, parce qu'elles sont âgées en dialyse, elles ont de la socialité. Elles arrivent, il y a l'infirmière qui leur parle, l'aide-soignante qui leur dit alors comment va votre chat, etc. Et donc, en fait, elles ne sont pas isolées, elles sont estimées, considérées. Et nous, on a un chiffre très bas à 0,5% parce qu'il y a exactement ce maillage social, quoi. Donc, c'est très important de voir qu'on fait cet effet de loupe et qu'effectivement, comme le disait Charlotte, les personnes ont besoin de vivre estimées, considérées jusqu'au bout, je parle des personnes âgées, et qu'en fait,
Pareil, vous me disiez la liberté. En fait, qu'est-ce qui se passe sur le camp politique? En fait, les médias, tout le monde focalise sur l'individu. On ne tient pas compte du monde commun. Il focalise sur l'exception. Tout le monde se déchaîne sur protocoliser l'exception. Et on focalise sur le court terme tout de suite. Alors que, et là je vais le dire un peu différemment de Charlotte, le grand âge va augmenter énormément. Il va y avoir énormément de problèmes économiques. En 2030, on aura 2,5 millions de personnes de plus de 85 ans. En 2050, on aura 5 millions de personnes de plus de 85 ans. La solidarité va plus tenir. Et donc, il y a un enjeu économique majeur qui est tabou et sur le long terme. Donc, en fait, les médias focalisent sur le court terme, sur l'exception, sur l'individu. Et c'est le collectif et le long terme au niveau économique. Et effectivement, est-ce qu'on passe d'une civilisation de l'illusion du culte de la performance ou d'un humanisme de vulnérabilité partagée, quoi. C'était important cette précision. Si on revient sur la partie politique avec le camp du coup de la gauche, on a eu cette prise de parole de Élise Leboucher qui avant le vote a salué cette loi. On l'écoute. Aujourd'hui, au nom du peuple français, nous nous apprêtons à conquérir une nouvelle liberté, avec le vertige que cela impose, en portant une infinie confiance à celles et ceux qui nous succéderont, comme nos prédécesseurs l'ont fait avant nous. Parce que c'est l'essence de notre histoire commune, celle d'une république qui, au contact du temps, n'a d'autre destin que de se perfectionner. Je salue Caroline Fiat, qui a œuvré depuis 2017 à mettre ce droit au débat à l'Assemblée nationale. Je salue tous les parlementaires qui ont participé au moment que nous vivons. Celles et ceux qui portent la loi aujourd'hui aux côtés d'Olivier Falorni, mais aussi celles et ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Durant plusieurs semaines, nous avons discuté les ferments d'un texte qui coule sur ces bancs depuis plus d'1 an. J'ai entendu les craintes, les inquiétudes, les interrogations. Je mesure combien la finitude, la mort, le deuil, la disparition d'un être aimé sont des sujets d'une extrême sensibilité. Nul ne le sait mieux que les personnes exposées à une maladie incurable dont l'existence est dominée par la souffrance. Celles-ci, à qui je témoigne un hommage sincère, attendent que cette Assemblée légifère. Elles attendent et nous regardent en conscience, en ce moment, souvent avec leur famille, car entourer l'être qui s'en va et lui permettre de partir dans le respect de son désir est un acte d'amour profond. Qui sommes-nous pour empêcher une personne malade de prendre la maîtrise sur la maladie et les souffrances ? Est-ce que pour vous, cette position, elle est révélatrice de la manière dont la gauche se saisit des questions antivalidistes aujourd'hui en France ? Charlotte, si vous voulez commencer à répondre. Oui, alors malheureusement, nous, aux Dévalideuses et dans d'autres collectifs antivalidistes, ça fait des années qu'on alerte régulièrement, pas que sur ce sujet d'actualité, qu'on alerte les politiques de gauche sur l'absence de politique antivalidiste. Des exemples très concrets, tout simplement dans les programmes qu'on peut lire lors des élections, le mot validisme n'est même pas évoqué. Donc c'est pas faute d'essayer de leur en parler, de les interpeller, de les alerter. Donc clairement, il y a une invisibilisation de ces questions-là à gauche. Et puis on le voit aussi parce qu'il y a peu de représentants politiques en situation de handicap aussi. Il y en a quelques-uns. Mais du coup, ça pose aussi la question, encore une fois, de la représentation. Comment, du coup, porter nos discours quand on n'est pas représenté dans l'hémicycle, par exemple, ou très peu. Et aussi, ça pose la question de pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que la politique ne serait pas un peu validiste ? Bon, bien sûr que oui, évidemment. Question rhétorique. Qu'elle ne propose pas des conditions d'accès au mandat politique pour les personnes handicapées. Donc, clairement, la gauche ne se saisit absolument pas de ces questions. Et puis surtout, elle est quand même assez absente. À chaque fois que nous, collectifs antivalidistes, on alerte sur un sujet, qu'on essaye de proposer une action ou quelque chose pour dénoncer telle ou telle condition de vie justement indigne que vivent les personnes handicapées, c'est quand même assez l'absence des politiques et du soutien des politiques de gauche est très décevante à chaque fois. Donc encore une fois, on est dans une situation où, quand on essaye de proposer des politiques antivalidistes et d'alerter sur la lutte contre le validisme, on a très très peu de soutien, voire pas du tout, de soutien à gauche. Et là,
bon, tout le monde se réveille à gauche pour soutenir cette proposition de loi. Du coup, ça pose énormément de questions parce que encore une fois, ces politiques de gauche qui soutiennent cette loi ne savent pas ce que c'est que le validisme, en fait. Pour l'avoir expérimenté au collectif des dévalideuses, où on a régulièrement tenté de les interpeller, de discuter avec elles, on se confronte à chaque fois à un mur et à une absence, je vous dis, très concrète du mot validisme et de sa conception dans leur discours. Est-ce que les collectifs antivalidistes ou des personnes handicapées ont été consultés pour cette loi ? Je ne sais pas si vous avez été contactés, vous, ou pas du tout ? Alors, on a été contacté par quelques députés, mais ça ne s'est pas forcément bien passé. Voilà, on n'a pas eu forcément l'impression d'être écoutés. Et puis voilà, en fait, comme je le disais au début, dans ce grand débat national, les personnes handicapées n'ont pas été écoutées. Il y a eu cette fameuse convention citoyenne en début du processus. On ne sait pas en fait qui s'est exprimé dans cette convention citoyenne, puisque clairement le handicap ou la maladie n'était pas un critère pour y participer. Donc en fait, on ne sait pas qui s'est exprimé dans cette convention citoyenne. Et clairement, nous, en tant que collectif antivalidiste identifié, on a eu beaucoup de mal à faire entendre notre discours, comme je l'ai dit au début, y compris auprès des politiques qui ne nous ont clairement pas vraiment entendus. Petite réaction ? Oui, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord. En fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord, vous évoquiez la Convention citoyenne. La question d'Elisabeth Borne, c'était est-ce que tous les dispositifs législatifs actuels permettent de répondre à toutes les situations ? Et non, évidemment. Et même celle-ci, le projet de loi ne peut pas répondre à toutes les situations. De fait, on pourra toujours élargir jusqu'au libre choix total d'en finir quand on veut, où on veut. Et dans ce cas, c'est la ruine de la prévention suicide. Mais il n'y a aucun dispositif au monde. Pourquoi ? Parce que les situations humaines sont multiples et se multiplient. Donc vous ne pouvez pas embrasser toutes les situations. Donc il faudra toujours élargir. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut ou pas supprimer l'interdit de donner la mort ? C'est ça que les gens n'ont pas compris, surtout avec ce discours quand même d'enfumage, comme disait Bruno, avec aide à mourir, quoi. C'est un mot très trompeur. Évidemment, tout le monde, moi je veux bien être aidé et aider, mais qu'on me dise les choses très clairement, c'est-à-dire qu'on va me donner une kill pill, comme on dit en Oregon, c'est-à-dire une pilule tueuse qui va me tuer. C'est ça dont il s'agit. Et les gens n'ont pas compris cela. Donc ça me semble très important. Ensuite, on nous dit les pays à l'étranger, regardez, c'est le progrès, c'est ce que dit exactement cette députée-là. Mais en fait, c'est le progrès de cet ancien monde dont nous parlions, de la liberté de déliaison, de l'autonomie, de l'hyper-performance, etc. C'est l'idée aussi d'une dignité à géométrie variable, si vous voulez. C'est exactement ce que disait Charlotte, c'est-à-dire plus ou moins digne une personne en fonction de si elle marche, si elle est en fauteuil, si elle est allongée, si elle est dépendante, etc. Non, on est désolé. La dignité, au sens de Kant, c'est un sens universel. Toute personne est digne du début à la fin de sa vie, quel que soit son état, quelle que soit la façon dont elle se présente, dans la façon dont elle parle, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il y a deux notions. La dignité ancien monde, c'est celle qu'on nous propose, là, chacun la sienne. Non, je suis désolée. Soit c'est une dignité universelle qui prend en considération tout le monde, tous les vulnérables que nous sommes et que nous serons. Donc ça, c'est un point qui me semble vraiment très, très, très important, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et on abordera peut-être ça avec la question des critères stricts, c'est qu'au début, on nous annonce des critères stricts, mais ensuite, ils s'élargissent, ces critères. C'est-à-dire, une fois que vous avez entrouvert la porte en faisant tomber l'interdit de donner la mort, sous conditions, ces conditions s'élargissent précisément, pas du tout par des dérives. C'est aucune dérive. C'est en fait une suite logique. Parce que justement, la loi ne permet pas d'accueillir tout. Donc, vous les élargissez au fur et à mesure. Et donc, en Belgique, par exemple, ils s'étaient engagés exactement comme nous, aujourd'hui, en disant ce sera strict. Au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, une fois que vous avez fait tomber l'interdit de donner la mort à une personne qui le réclame sous conditions, vous élargissez ces conditions. C'est inexorable. Donc, en effet, il y aura des mineurs. En effet, il y aura des personnes qui présentent des troubles dépressifs. En effet, il y aura des personnes qui présentent des troubles démentiels, etc., etc. Donc, la question, c'est celle que pose Charlotte, c'est quel monde nous voulons construire ensemble, quelles valeurs nous voulons mettre ensemble en place. Parce qu'on n'est pas des libertés qui décidons. Nous fabriquons. Je n'est pas seulement un autre, comme dirait le poète. Je est un nous. Donc, c'est nous. Quel monde ensemble nous allons faire ? Nous
nous allons construire pour rendre un monde habitable pour tout le monde, toutes et tous, aujourd'hui et demain? C'est ça la vraie question. Sur ce sujet de nos voisins, j'aimerais vous parler de cette tribune du professeur d'éthique néerlandais Theo Bauer, publiée dans Le Monde. Lui prend l'exemple de ce qu'il se passe aux Pays-Bas, où le nombre d'euthanasies est en constante progression et où le Parlement néerlandais étudie prochainement une proposition de loi visant à accorder le suicide assisté à toute personne de plus de 74 ans, même en l'absence de pathologie grave. Il écrit, je le cite, « Ce que je constate, c'est que chaque ouverture du champ de l'euthanasie crée de nouvelles attentes, de nouvelles demandes, une nouvelle normalité. La logique interne du système pousse toujours à élargir. » Je vous pose la question, est-ce que c'est une dérive, mais parler de suite. Est-ce que c'est une suite qui pourrait arriver en France, Bruno? Oui. Donc là, quand on reprend le propos de la ministre, de la personne qui s'est exprimée, vous avez vu, elle a pris comme point d'appui liberté. Hein. Elle n'a pas pris la nature et Dieu. Elle n'a pas pris non plus les valeurs du soin. Hein. Ensuite, elle a dit c'est un progrès. On a progressé. Alors, la question, c'est la suivante. Là, il y a deux questions qui se posent. Peut-on faire tomber un interdit universel et symbolique, comme l'interdit du meurtre, à la demande d'autrui? Et quelles conséquences ça a à long terme sur les vulnérabilités? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est l'entrée dans la barbarie? Est-ce que cet universel symbolique qui organise le monde à long terme est quelque chose d'essentiel ou pas? Il y a des grands universaux, il y a par exemple la prohibition de l'inceste, un père couche avec sa fille, etc. Mais on maintient ça parce que ça organise le monde. Donc la question c'est, est-ce qu'on maintient cet interdit? Et deuxièmement, question très difficile, est-ce que dans une démocratie, on légifère l'exception? La question, c'est est-ce qu'on légifère l'exception? Alors, dans son propos, en tant que soignant, elle n'est pas compétente, parce qu'elle dit il faut soulager la souffrance, etc. Oui, 99%, c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est pas ça notre question. Notre question, c'est ça, c'est la souffrance. Et après, elle dit c'est un acte d'amour. Ben oui, l'acte d'amour, c'est d'accompagner, d'estimer, d'être là, etc. Et ensuite, elle fait comme si c'était très important de pouvoir autoriser la mise à mort d'autrui à sa demande, comme si c'était pas grand-chose, quoi, en fait. Mais là, c'est là où elle fait tomber le pilier de l'humanité. En fait, on n'est pas en train de blesser des personnes, on a blessé l'humanité hier soir. On a blessé l'humanité dans le sens où on a pété son univers symbolique et universel. On a cassé le point universel. Parce que je parle différemment. Nous, on respecte... L'idéal, c'est de respecter l'autonomie de la personne, ses souhaits, ses désirs, ses préférences, ses goûts, sa liberté, mais sous le crible de l'universel qui dit « je ne te tuerai pas ». On est obligé d'avoir ce « ne pas », d'avoir un nom qui structure le collectif. Et donc, par rapport à votre question, à partir du moment où on légifère... Il y a deux solutions. Soit on garde le principe universel et on accepte qu'il y ait des transgressions. Il y a toujours des transgressions. Ne pas mentir, voilà, il ne faut pas mentir, mais on va mentir. Ne pas voler, on va voler. Ne pas tuer, on va tuer. Il y a des transgressions. La question, c'est tout blanc ou tout noir. Est-ce qu'on maintient cet universel avec des zones grises qui existent, qui sont rares, mais qui existent, ou est-ce qu'on protocolise les zones grises? C'est-à-dire, est-ce qu'on légalise la transgression? Et les philosophes comme Canguilhem ou comme Paul Ricoeur disent on ne peut pas légaliser une transgression pour une grande loi symbolique parce que vous faites proliférer les exceptions. Et effectivement, donc je réponds à votre question, c'est pas à court terme le problème, c'est 10 ans, 20 ans après. À partir du moment où vous légalisez l'exception, elles augmentent. Vous allez passer aux personnes mineures, vous allez passer aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, aux personnes atteintes de troubles démentiels, aux polypathologies. Maintenant, ils sont à polypathologie. Polypathologie, ça veut dire vieillesse, en fait. Vous avez l'œil, la rotule et le truc. Après, ça va être la personne qui va dire « je veux être euthanasié » et qu'on me prélève mes organes après pour les donner, etc. Donc, vous entrez dans une logique comme ça, mécanique, où, en fait, à vouloir régler les 1%, et ben ça passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, par exemple, au Québec, c'est 7% maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 650 000 morts par an en France. Multiplié par 7%, ça fait 45 000 morts par an. Donc, en fait... Soit vous maintenez le pilier universel qui dit... en fait, l'acte d'amour dont elle parle, oui, il faut dire oui par valeur du soin et répondre de l'autre, mais sous le registre, je ne te tuerai pas. Et il faut un universel qui dit ça. Si vous le faites sauter, vous désorganisez le monde et en fait, vous faites tomber des bornes il n'y a plus de limite, quoi, en fait. Et c'est ce qu'on voit au Canada, en Belgique, etc. Et donc... Le problème, c'est qu'on focalise sur le court terme. Cette personne qui s'exprime n'est pas compétente sur la souffrance et sur ce qui se passe à l'hôpital. Elle n'est pas compétente, elle est désorientée. Je regrette, c'est vraiment une désorientation symbolique et elle n'a pas de réflexion de philosophie morale et politique
Ce qu'on va juger, c'est pas qu'il y ait des transgressions, il y a toujours des transgressions, c'est ce qu'un État démocratique a proposé comme loi. Il y a eu des grandes dérives au cours de l'histoire. Au XIXe siècle, il y a eu le darwinisme social, on a décidé qu'il y avait des inégalités, les médecins y ont participé. Au XXe siècle, il y a eu de l'eugénisme dans les démocraties, on a considéré qu'il fallait stériliser ou diminuer la reproduction de certaines personnes, et on s'est aperçu que c'était une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la valeur humaine soit une dignité pleine et entière et qu'on ne puisse pas l'amputer. La dignité est le repère universel. Et là, on est en train de blesser l'humanité avec ce truc parce qu'on est en train de dire l'euthanasie, il n'y a pas de problème, la liberté, etc. Mais c'est pas ça l'enjeu qu'elle n'a pas compris. C'est est-ce qu'on maintient un ordre universel et symbolique ? Et donc, il y a deux solutions. C'est tout blanc ou tout noir. Est-ce qu'on garde la porte ouverte ou est-ce qu'on l'entrouve un peu ? Si on l'entrouve, 10 ans après, elle est grande ouverte. C'est mécanique, c'est pas une dérive, c'est mécanique. Charlotte, vous êtes d'accord avec ça ? Vous pensez qu'il va y avoir des dérives, que là, on est en train d'ouvrir la porte complètement ? En fait, pour prendre des exemples très concrets sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même des politiques, notamment de prévention du suicide. Et moi, ça m'interroge. Au collectif, on s'interroge parce qu'en fait, on se dit qu'aujourd'hui, légalement, du coup, on a une responsabilité légale quand une personne nous fait part, par exemple, de ses envies de suicide. On a une responsabilité légale de l'aider, de l'envoyer vers un numéro adapté, etc., etc. Et là, cette loi, elle nous propose quoi ? Elle nous dit l'inverse. Elle nous dit, non, en fait, vous pourrez aider quelqu'un à mourir. Mais alors, du coup, sur quels critères, en fait ? Là, on revient encore une fois sur la hiérarchisation des vies. C'est-à-dire qu'il y aurait des vies, du coup, qu'il faudrait sauver et d'autres qu'on pourrait faire disparaître. Donc, je trouve que c'est un exemple très concret, quand même, de cette hiérarchisation des vies. Et puis surtout, quand on voit aussi certains amendements, par exemple, qui ont été rejetés pendant ce processus législatif, à savoir le délit d'incitation au suicide assisté ou à l'euthanasie, du coup, a été rejeté, alors que le délit d'entrave, lui, a été accepté. Donc, c'est-à-dire que légalement, vous pouvez être inquiété si une personne dit que vous l'avez empêché d'avoir recours au suicide assisté. Par contre, le délit d'entrave, lui, n'existait pas. C'est-à-dire que vous pouvez proposer à quelqu'un le suicide assisté comme idée et sans avoir d'inquiétude légale sur cette incitation. Donc voilà, donc c'est vraiment une dynamique à double, qui montre à quel point on hiérarchise les vies, encore une fois, sur des exemples très très concrets là, qui s'appuient sur le texte. Et en ce qui concerne les dérives potentielles, qu'on peut voir, oui, en effet, dans d'autres pays, comme au Canada, par exemple, où un rapport parlementaire, par exemple, a expliqué les gains nets qui procurent la mort administrée. Donc, en fait, là, on est quand même des rhétoriques très glaçantes de chiffres et d'économie. Où il explique ce rapport que moins de la moitié des patients qui ont subi du coup ce suicide assisté n'avaient pas vu d'équipe de soins palliatifs. Donc encore une fois, voilà, ça pose question. Parce que clairement la gestion de la douleur est sûrement peut-être le point numéro 1, bien sûr, à prendre en compte dans ces demandes. Et comme l'a dit le docteur tout à l'heure, quand ces demandes, on répond positivement à ces demandes, qu'on peut accompagner la douleur, le désir de mourir disparaît. Et clairement aussi, les dérives qu'on voit apparaître, c'est sur les motivations de ces personnes qui viennent demander le suicide assisté. Et encore une fois, on retombe sur les conditions sociales, c'est-à-dire qu'on voit apparaître de plus en plus de motivations qui sont liées à ça, c'est-à-dire que les personnes viennent demander le suicide assisté parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles n'ont pas les aides humaines nécessaires, non pas par une condition, encore une fois, physiologique intrinsèque, mais vraiment à cause de conditions sociales déplorables. Farrouja, une réaction rapide avant de terminer cet entretien. Et bien, en effet, dans le projet de loi, il n'est pas prévu pour l'instant, mais on sait qu'à l'avenir, ça va évidemment s'ouvrir, pas par dérive, j'insiste, par suite logique, qu'aucune loi ne peut inclure tout le monde, donc on élargira. Mais dans le projet actuel, donc, bien, il est mentionné que les troubles psychiatriques seuls ne rentreront pas dans le projet de loi actuel. Ça, ce sera pour plus tard. Et ce qu'on ne dit pas d'ailleurs, quand il dit les critères sont stricts, il faut absolument mentionner qu'il y a une petite astérisque qui dit « pour l'instant ».
pour l'instant. Et donc, or, ce qu'on ne dit pas, c'est que la pathologie psychiatrique, avoir un trouble psychiatrique ou psychique et une maladie somatique, on peut évidemment avoir les deux. Dans l'ancien monde, on pensait qu'on avait ou l'un ou l'autre et qu'on pourrait séparer sa tête de son corps. Ça, c'est l'ancienne philosophie. Aujourd'hui, on sait très bien que les deux sont liés et que ça coparticipe. Or, on sait parfaitement aujourd'hui que les personnes qui présentent des troubles psychiatriques, eh bien, ont 2 à 4 fois plus de risque de faire une maladie physique grave, d'accord, pour différents facteurs, pour un défaut d'accès aux soins, à la prévention, etc. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que les deux maladies se co-aggravent, l'une aggrave l'autre. Autrement dit, si vous êtes mal soigné au plan psychique, eh bien, votre maladie physique sera d'autant plus grave et incurable, exactement en répondant aux critères de la loi. Ce qui veut dire que si vous êtes mal soigné au plan psychique, vous rentrez beaucoup plus vite dans le cadre de la loi. Et vous n'êtes pas en fin de vie, vous n'êtes pas en fin de vie dans le projet de loi là, c'est pas du tout la fin de vie, c'est des affections avancées, stade terminal. Or, si vous avez une insuffisance rénale terminale ou un diabète très avancé, vous rentrez dedans. C'est ça aussi que les gens n'ont pas compris. Eh bien, si vous voulez, nous, psychiatres et psychologues et tous les gens de la santé mentale, des pères aidants, eh bien, nous sommes des accompagnants, sommes très très inquiets parce qu'on nous dit que c'est l'année 2025 de la santé mentale et la première grande mesure qu'on nous propose, c'est le suicide assisté pour ces personnes dont on sait déjà qu'elles ont du mal à avoir accès aux soins. Donc c'est vraiment une loi scandaleuse quand on sait qu'il faut 6 à 9 mois pour avoir un rendez-vous en centre antidouleur où vous faites un dossier, vous remplissez une lettre de motivation, etc. Et que là, il faudra 15 jours. Franchement, c'est un scandale en termes sanitaires, en termes de justice sociale. Voilà ce que je voulais ajouter et merci beaucoup. Charlotte, une toute dernière question pour terminer cet entretien rapidement. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place au lieu à la place de cette loi ? Alors, plein de mesures. J'ai envie de dire déjà une revalorisation, par exemple, de l'allocation adulte handicapé au-dessus du seuil de pauvreté, qui permettrait du coup aux personnes handicapées vivant de cette allocation de sortir de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler et qui vivent de cette allocation, elles sont condamnées à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Ensuite, un point essentiel, extrêmement important, il faut absolument que je vous en parle quand même, c'est nous, au Dévalidé, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur les violences au sein des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, qui sont censées nous octroyer nos droits et dans lesquelles se passe un véritable scandale sanitaire. Et où personne ne réagit, et encore moins les politiques. Personne n'est là pour dénoncer ce qui se passe dans ces fameuses MDPH. Et dimanche doit sortir chez Mediapart, vos concurrents, un dossier là-dessus sur lequel on a travaillé pendant plus d'1 an avec des journalistes. Et dans ces MDPH, il se passe des choses mais extrêmement, extrêmement graves. Et là encore, où sont les politiques pour dénoncer ces MDPH qui appartiennent aux conseils départementaux, donc quand même, ils sont censés être au fait de ce qui s'y passe. Donc clairement, on a publié une tribune sur le blog de Mediapart où on explique, en amont de l'apparition du dossier dimanche, où on explique pourquoi on a fait ce travail et quelles revendications on met en avant et qu'est-ce qu'on attend des politiques. Donc voilà, par exemple, ça, c'est très concret. Bien sûr, toute la question de l'accessibilité, avec des lois qui sont sans cesse reportées, voire complètement détruites, et qui mènent les personnes handicapées à vivre isolées, ou encore pire, à être envoyées en institution spécialisée. Parce que nous, c'est un de nos combats aussi principaux dans les collectifs anti-validistes, c'est la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire proposer aux personnes handicapées de pouvoir vivre en dehors de ces institutions qui sont des privations de droits humains, comme l'a dit l'ONU. Donc la France a été condamnée par l'ONU pour sa politique institutionnelle. Donc voilà, encore une fois, où sont les politiques pour nous soutenir sur ces grandes batailles qui, à mon avis, sont des enjeux primordiaux pour nous proposer enfin des conditions de vie dignes. Merci Charlotte Bruno. Très rapidement parce qu'on doit conclure. Juste une phrase, vous avez fait une émission qui s'appelle La Riposte. Avec Farouja, on a lancé un mouvement qui s'appelle La Riposte poétique. Les valeurs du soin sont les valeurs de demain.
Merci beaucoup. Merci Bruno, merci Farouja et merci encore Charlotte. Et merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin pour installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaire et indépendante sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias et je vous souhaite une excellente soirée.